Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints. On est à l'heure, à quelques dizaines de secondes près, donc merci pour ça. Je me présente, je suis Loïc Mulder, je suis directeur technique de la société It's for You. En quelques mots, on est une entreprise de services et de conseil informatique, une ESN, hein, comme on dit. On a bientôt 15 ans d'existence, on fête notre anniversaire ce mois-ci. On travaille avec des partenaires réputés dont on va parler aujourd'hui en particulier. Et on a nos pools d'experts certifiés qui nous permettent de développer notre offre de service. Comme je l'ai dit, on a 15 ans d'existence, on a un petit peu plus de 85 collaborateurs au dernier comptage. On a atteint les 14 millions d'euros de chiffre d'affaires à la fin de l'année 2023. On a une vingtaine de partenaires actifs dans notre portefeuille de solutions et on maintient une politique de certification et de formation pour nous assurer d'offrir à nos clients les meilleurs services autour de ces solutions logicielles. On a trois implémentations, une à Luxembourg, c'est le cœur historique de la société, et on a étendu nos activités sur Paris, puis sur Metz ces dernières années, ce qui nous permet de ratisser et de servir nos clients au plus près. Je l'ai dit, on a de l'expertise dans trois principaux domaines, le PMO, Project Management Office, ainsi que la gestion de portefeuille projet, la CRM, et puis ce qui va nous intéresser aujourd'hui et qui est notre offre historique, c'est le développement et le cloud, ce qui est un chapeau en fait pour finalement quatre offres distinctes. C'est ce qu'on appelle l'AppDev, donc le développement d'applications spécifiques, avec une plus-value assez simple qui est capable de s'occuper d'un projet d'implémentation de A à Z par la variété de nos profils qui vont du chef de projet au développeur en passant par l'analyste, l'architecte et tout ce qu'il faut pour construire une application spécifique. La data intégration, qui est notre autre volet historique chez Itsori, donc toutes les solutions middleware, que ce soit les ETL, les ESB, l'event de nos jours, et puis les deux offres qui vont nous intéresser un petit peu plus aujourd'hui à travers cette présentation de ce que fait HashiCorp, c'est le cloud et toutes les technologies d'automatisation qui vont avec, et puis le DevSecOps, parce que le DevOps c'est bien, mais si on continue en tant que historiquement développeur à ne pas prendre en compte les problématiques de sécurisation de ce qu'on développe, nous, on considère qu'on est tout simplement hors sujet. Comme j'ai dit, une politique de partenariat forte. Hop, je vais passer vite les animations. Avec ici l'ensemble de nos partenaires est signé au cours des années. Tant sur le volet CRM, évidemment, avec Salesforce ou Sugar, que sur le volet PMO avec Siforma et Atlassian, et sur le volet Dev and Cloud, le reste de nos partenaires. Évidemment, aujourd'hui, on va faire un zoom sur celui que j'ai positionné au milieu dans ce slide, c'est-à-dire HashiCorp. HashiCorp, comment nous, société de conseil, on découvre leurs solutions, la société, parce que ça s'est fait dans cet ordre-là en toute transparence, et à commencer par Terraform. En fait, tout vient de la problématique de gestion des données sensibles dans un monde cloud native. Alors, j'élargis en parlant de cloud native parce qu'il se trouve que notre activité historique étant basée au Luxembourg, tous nos clients ne sont pas encore dans le cloud. Par contre, tous veulent apporter dans leur propre infrastructure, dans leur propre méthode de travail, des approches basées sur le cloud. C'est pour ça qu'on essaie d'être le plus générique possible et parler de cloud native. Très clairement, chez nous, à travers notre offre à la fois middleware, donc data intégration et développement d'applications, on est tombé dans ce monde-là à travers Kubernetes. En tant que partenaire Red Hat, historique depuis maintenant 12 ou 13 ans, si je sais bien compter, Kubernetes, pour nous, historiquement, c'est un petit peu un synonyme de Red Hat OpenShift, qui est la distribution enterprise ready de Kubernetes par Red Hat. Le problème de ces solutions-là, et c'est bien sûr le problème de Kubernetes de façon globale, c'est que dès qu'il s'agit de gérer les secrets, qui sont un type d'objet qui permet de stocker des informations sensibles, bien sûr, ils sont totalement secrets. Alors, je manie l'ironie avec parcimonie, mais très clairement, c'est clair que quand on met des mots de passe de base de données directement dans des variables d'environnement,
Ça va faire peur à n'importe quel ciseau de n'importe quelle entreprise. Et c'est pas en déplaçant ça dans les objets de type secret, avec ce formidable ici admin portal URL pour illustrer le propos, qu'en cliquant sur le mot, le petit bouton Reveal Value, on n'est pas capable de décoder d'un coup d'un seul la valeur du secret. Tout simplement parce qu'en fait, dans Kubernetes, les secrets ils sont encodés de façon réversible en base 64. Voilà, le gros mot est dit, ce qui est évidemment absolument pas satisfaisant. C'est en partant de ce constat que nous, en tant que société, on s'est demandé comment est-ce qu'on peut finalement répondre à la problématique posée par la gestion des secrets dans Kubernetes. Les solutions ne manquent pas, mais c'est clair que la seule qui va bien fonctionner, quand bien même on est mis en place tout ce qu'on peut faire dans Kubernetes en encryptant la base de données, en mettant des accès limités, de toute façon, c'est du base 64, c'est pas satisfaisant. Donc il faut externaliser le stockage de ces données sensibles. Ce pas les solutions qui manquent sur le marché, hein. Si j'en cite quelques-unes, que ce soit Azure Key Vault, chez GCP Secret Manager, chez AWS la solution identique, toutes ces solutions-là elles vont vous permettre de stocker, et de centraliser les informations sensibles et de gérer les accès de façon plus moderne et de façon autrement plus sécurisée que ce que peut faire un Kubernetes en standard. Ces solutions, elles sont bien, par contre, comme vous l'aurez compris, elles sont liées à un fournisseur donné. Pour nous, partenaires Red Hat, qui considérons qu'OpenShift a pour valeur principale le fait qu'il se déploie absolument partout, indépendamment de la plateforme d'infrastructure, que ce soit du VMware, du Azure ou que sais-je encore, se retrouver avec une solution de Key Vault qui entraînerait vers une forme de vendor locking, ça nous embêtait un petit peu, donc on s'est mis en chasse d'un outil qui permettrait de régler tout ça, j'allais dire limite d'un coup de baguette magique. Et c'est comme ça qu'on a pu découvrir HashiCorp Vault, dans lequel on a finalement retrouvé une partie de la philosophie de Red Hat OpenShift, à savoir le fait qu'il se déploie n'importe où, sans aucune contrainte, et qui permettent de s'affranchir des contraintes extérieures qui seraient apportées par des solutions propriétaires sur les clouds publics. Je ne rentrerai pas dans le détail des fonctionnalités d'HashiCorp, je laisserai Valentin s'en occuper, et je reviendrai en fin de présentation sur un cas d'usage vraiment bêtement pratique et pragmatique de ce qu'on peut faire avec Vault. Et vous le verrez tout à l'heure, on a volontairement choisi un usage qui déroge un peu à ce qu'on peut vite découvrir et connaître de Vault, et qui permet d'illustrer le côté couteau suisse de Vault dans le domaine de la sécurisation du cloud. Pour finir, avant de passer la parole à Valentin, HashiCorp, c'est pas que Vault, c'est souvent un des deux premiers produits auxquels on pense quand on pense à la société. Le deuxième, c'est Terraform, qui est venu et qu'on a découvert, j'allais dire, pas tout à fait par hasard, mais parce qu'en fait, c'est ce qui est utilisé par l'installation OpenShift pour provisionner des clusters OpenShift sur les plateformes publiques. À nouveau, on peut découvrir des technologies en apprenant d'autres. Historiquement, chez nous, on considère que, et c'est d'autant plus prégnant en ce milieu d'année 2020, c'est que sans automatisation d'un système d'information, ça devient compliqué de se projeter dans l'avenir. Je pense qu'on partagera tous le constat qu'il est parfois difficile de trouver du personnel qualifié pour mettre en orchestration des migrations vers le cloud. Et nous, on considère que l'automatisation est un excellent moyen d'aller plus vite et d'accélérer et de permettre de pallier à ce manque de ressources, de compétences sur nos marchés. Bon, évidemment, vous vous en doutez, en tant que partenaire Red Hat, historiquement, chez nous, la partie automatisation, c'est principalement du Ansible. Vous allez me dire que j'enfonce une porte ouverte. Et on est très vite tombé dans des discussions avec nos clients en disant, oui, mais alors, il y a Terraform aussi qui est vachement bien. Oui, c'est vrai. Mais du coup, je choisis lequel? Voilà. Ansible contre Terraform, je choisis lequel? Notre point de vue sur le sujet,
il est assez simple. C'est de dire qu'en fait, on ne parle pas tout à fait de la même chose et que les forces d'une solution peuvent être moins bonnes dans une autre solution et vice-versa. En particulier, nous, on considère qu'Ansible est très bon pour la configuration, on va dire, dans mode configuration as a code. Son principe d'idempotence dans l'exécution de ces playbooks fait qu'il est particulièrement adapté à mettre dans un état donné une machine déjà provisionnée. A contrario, pour le provisioning, il est peut-être moins efficace que Terraform, qui pour le coup vient avec une vision très infrastructure as a code, avec une vraie prise de hauteur, entre guillemets, par rapport à la plateforme sur laquelle ça tourne, et que finalement, il ne s'agit pas tant d'opposer les deux solutions les unes contre les autres, que plutôt venir les compléter. Et en fait, nous, on considère que en fonction du besoin exprimé, peut-être plus infrastructure, on part avec Terraform. Si c'est au contrario de la configuration, on commencerait avec Ansible, mais que, in fine, sur les projets d'automatisation, il y a un moment où il y a une rencontre qui permet de coupler les deux outils et de tirer le meilleur des deux mondes. Et je ne ferai pas de blague sur le fait que peut-être des discussions en cours tendent vers ce sujet-là. Je m'arrête là pour le moment. Je te passe la parole, Valentin. Yes, merci Loïc. Parfait. Très bien, donc bonjour à tous, Valentin Bouillet, je suis Partner Solution Engineer chez HashiCorp. Donc je suis en charge en fait d'animer techniquement tout notre écosystème de partenaires en France en particulier. Euh, je vais vous faire la présentation rapide d'HashiCorp. Loïc a parlé de Vault, de Terraform, il a parlé de Terraform et d'Ansible. En fait, si on prend un petit peu de recul sur cette intégration et sur cette vision d'avoir ces deux outils qui travaillent ensemble, la question c'est travailler ensemble sur quoi? Et en fait, ces deux outils ensemble permettent de gérer le cycle de vie de l'infrastructure. Et donc, c'est un peu sur ce point-là que s'articule en fait notre proposition de valeur chez HashiCorp. Alors tout d'abord, qui on est? Donc HashiCorp, on a plus de 10 ans, on a été créé en 2000, un petit peu avant 2014, 2013. On a maintenant à peu près 5000 clients dans le monde. On a, excusez-moi, on a environ 5000 clients dans le monde, un petit peu plus de 500 millions de téléchargements annuels de nos solutions. Quand on parle en fait des providers, par exemple le provider AWS pour Terraform, il a été téléchargé 3 milliards de fois, dont 1,5 milliard au cours de la dernière année. Donc il y a quand même en fait pas mal de monde qui utilise Terraform et qui utilise aussi les providers Terraform. Voilà, j'ai mis en fait quelques petits exemples là, de clients qu'on a en Europe et dans le monde et qui sont assez connus. Et surtout, on s'appuie sur un écosystème global de partenaires pour deux choses, pour trois choses, pardon. L'intégration technologique. Donc en fait, là, on est surtout avec les cloud providers, donc les trois principaux, Alibaba Cloud aussi. Mais on a pas mal d'intégration avec la plupart des cloud providers, y compris les plus petits et ceux qui sont un peu plus régionaux. Nos partenaires technologiques, donc toujours dans cette partie intégration avec des solutions du marché et des solutions en fait qui sont assez populaires, du Datadog, du ServiceNow, du Red Hat, du Splunk, enfin pas mal de partenaires technologiques avec lesquels on co-construit des solutions. Et on a ensuite, donc ça c'est plutôt sur la partie technologique, et ensuite on a la partie service et revente. Donc pour ça on s'appuie sur un réseau de partenaires, d'intégrateurs, de, et de revendeurs qui nous permettent en fait de revendre nos solutions à l'ensemble de nos clients. Et surtout, c'est ça en fait qui est important pour nous, de délivrer du service et de délivrer du service de qualité sur nos solutions pour que les clients en fait et un bon accompagnement sur comment les utiliser et surtout en tirer le meilleur parti pour avoir le maximum de gains possible en termes de réduction des risques
vitesse de mise en prod et évidemment d'économie financière. On en reparlera un petit peu plus tard. Donc en fait, on a un peu plus de 900 partenaires dans le monde. On a un nombre d'intégrations innombrable et qui continue d'augmenter grâce en fait à- à notre écosystème qui est assez ouvert aux intégrations et aux intégrations custom. Vous devez tous être familiers avec ce qu'on appelle l'Application Lifecycle Management, donc qui est un peu le cycle classique où on va venir gérer tout le cycle de vie d'une application, donc avec ben, la partie développement du code, stockage du code, la partie test, la partie déploiement applicatif, donc qui se base en fait sur, on a mis quelques exemples de solutions ici, du GitHub, du Azure DevOps, du Jenkins, etc. Euh, et donc, en fait, ce concept de cycle de vie, de gestion du cycle de vie de l'application, s'applique aussi dans un premier temps à l'infrastructure. Parce que pour déployer une application, on a besoin d'infrastructure, quelle qu'elle soit, que ce soit l'infrastructure on-prem, que ce soit de l'AVM en fait sur un cloud provider, que ce soit un cluster Cube ou OpenShift pour de la containerisation, que ce soit du serverless, ça reste de l'infrastructure qu'il faut pouvoir provisionner. Une fois qu'on l'a provisionné, il faut aussi suivre son rythme de vie, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des modifications qui ne sont pas prévues, donc il faut pouvoir les détecter, pouvoir les résoudre pour se rapprocher en fait de ce qu'on souhaite. Et il faut aussi pouvoir faire évoluer cette infrastructure, s'assurer que l'évolution ou le déploiement de cette infrastructure soit conforme à nos politiques de sécurité en interne, parce qu'on a des contraintes, soit par des contraintes de sécurité qu'on se met en place nous-mêmes, soit des contraintes aussi des fois d'audit quand on est dans des industries qui sont particulièrement régulées, comme la finance par exemple. Et une fois en fait qu'on a pu gérer tout ça, il faut aussi pouvoir supprimer, décommissionner l'infrastructure au besoin à la fin de sa vie. Donc en fait, l'infrastructure, il faut le gérer. Il faut le définir, il faut gérer comment on le déploie, qui le déploie, gérer toute son évolution au cours de sa vie et gérer le décommissionnement. Donc c'est ce qu'on appelle en fait la gestion du cycle de vie d'infrastructure. De même pour la partie sécurité, en particulier du coup dans les infrastructures cloud native, comme les appelait Loïc, il y a tout ce cycle de vie de la sécurité qui doit être géré, en particulier au niveau en fait de tout ce qu'on va appeler les secrets. Donc c'est n'importe quel élément qui ne doit pas être partagé parce qu'il permet d'avoir des droits élevés, permet de s'authentifier, permet de réaliser des actions qui doivent être restreintes. Voilà. Donc, ce qu'on appelle secret, ça va des clés d'API, des mots de passe utilisateurs, jusque en fait à toute l'infrastructure de PKI qu'on peut gérer avec Vault, des clés SSH, etc., etc., des clés en fait de chiffrement aussi, par exemple. Euh, et donc, de même, en fait, la sécurité dans le cloud, c'est un cycle de vie qu'on doit gérer. Parce que euh, c'est fini l'époque où on avait uniquement des secrets qui étaient en dur, dans le code, et donc qui étaient gérés plutôt dans le côté gestion du cycle de vie de l'application. Maintenant, il faut qu'on ait quelque chose qui soit plus dynamique, qui soit plus adapté au cloud, qui soit flexible, et surtout, il faut qu'on arrête avec les secrets qui sont codés en dur, parce que toutes les applications, que ce soit les applications qui sont développées par les équipes applicatives en interne, ou que ce soit en fait des applications acheter chez des éditeurs logiciels. Toutes les applications ont en général du mal à gérer la partie secret. Il y a très souvent des secrets qui vont finir dans les logs. Donc, la seule manière de faire en sorte de continuer à se protéger et de réduire en fait ces risques d'exposition de secrets, c'est d'avoir une gestion de secrets qui est dynamique, avec des secrets qui existent uniquement pour un temps donné et très faible, pour l'utilisation qui est nécessaire. Et ensuite, le secret doit être inutilisable et doit être révoqué. Donc ça, c'est la partie gestion du cycle de vie de la sécurité. Euh, je me suis beaucoup focalisé sur la partie secret parce que c'est vraiment la base de la base. Autour de ça, il y a d'autres choses comme la partie du coup inspection, c'est-à-dire vérifier dans mon périmètre informatique, dans mes outils en fait collaboratifs du type Slack, du type Jira, Confluence, est-ce que j'ai des secrets qui sont exposés dedans? Pareil en fait dans mon système de gestion de code, est-ce que j'ai des secrets qui sont exposés? Est-ce qu'il y a des gens qui font des pull requests ou des merge requests avec des secrets exposés. Donc, il faut pouvoir les détecter
et bloquer ça. Et puis il y a la partie connect, qui est la partie connexion. Donc c'est-à-dire connecter en fait des applicatifs entre eux, au sens réseau du terme, avec de l'authentification des applicatifs et du MTLS, du chiffrement en fait des flux. Donc ça va plutôt être sur la partie console, dont on parlera rapidement tout à l'heure. Mais aussi euh, gérer toute la connexion entre un humain et un service. Voilà, un administrateur de base de données doit pouvoir se connecter à un PostgreSQL, à un MySQL, ce que vous voulez. Et il doit pouvoir le faire de manière sécurisée, c'est-à-dire qu'il doit pouvoir, il doit d'abord, être authentifié, et deux, bah, en fait, il n'a pas à connaître le nom d'utilisateur et le mot de passe à utiliser pour se connecter à la base de données. Ce nom d'utilisateur et ce mot de passe doivent être créés sur le moment, pour la durée qui est nécessaire pour son action, et ensuite être évoqués. Et donc tout ça, en fait, on peut le gérer avec Bandari. Donc ça, c'est le cycle de vie, la gestion du cycle de vie de la sécurité. Je vais rajouter un petit point ici, en vous faisant remarquer que les exemples qu'on a mis pour la partie gestion du cycle de vie des applications, ce sont pas des outils, dans le sens où c'est pas en fait quelque chose, c'est pas un binaire décentralisé qu'on va utiliser sur son poste, mais ce sont bien des plateformes. Donc, ce sont en fait des plateformes qui sont centralisées et qui vont répondre en effet à un besoin technique comme un outil, mais qui surtout en fait sont là pour répondre à un besoin de gouvernance, de réponse en fait à des besoins plus métiers et plus en fait de conformité que l'outil qui va répondre uniquement à des besoins techniques. GitHub, Azure DevOps. Il y a une partie gestion de code qui répond à un problème technique. Il y a une partie CI/CD qui répond à un problème technique, qui est j'ai besoin de stocker mon code, j'ai besoin d'avoir plusieurs personnes qui collaborent sur mon code, et j'ai besoin en fait d'automatiser des actions sur ce code-là, en particulier des tests par exemple. Mais au-delà de ça, GitHub et Azure DevOps, par exemple, permettent surtout de gérer qui a le droit de commiter sur quel repo, qui a le droit de commiter sur quelle branche, qui a le droit en fait d'approuver des pull requests. Comment est-ce qu'on peut approuver des pull requests? C'est-à-dire en ayant absolument des tests qui ont été lancés sur le code de la pull request et validés. Si c'est pas validé, ça ne passe pas. Et donc en fait, tout ça, c'est des besoins métiers qui viennent répondre à des sujets de réduction de risque, des sujets de conformité, des sujets de traçabilité, d'auditabilité. Et donc c'est ça en fait qu'on fournit chez HashiCorp, en particulier avec nos solutions entreprises, c'est cet aspect plateforme et de réponse en fait aux enjeux métiers au-dessus de cette couche d'un besoin technique auquel répond un outil. Donc, gestion du cycle de vie de l'infrastructure et de la sécurité, l'objectif en fait de ça, et l'objectif de ces plateformes dont je parle, c'est qu'elles soient déployées et gérées par une équipe plateforme, donc une équipe centrale qui va venir centraliser en fait la fourniture, enfin, la mise en place et la configuration de ces plateformes pour fournir en tant que service et de manière le plus en autonomie possible l'ensemble de ces services aux équipes de développement applicatif. Les équipes de développement applicatif, elles sont là pour répondre à un enjeu métier qui est de fournir de la valeur en développant une application. Ils doivent se concentrer sur cette valeur-là. C'est-à-dire que l'infrastructure et la sécurité, ça doit être des choses qui sont simples pour elles et qui sont en fait des choses qui peuvent prendre en autonomie. C'est du as a service. Donc ça, c'est le rôle de l'équipe plateforme de fournir l'ensemble de ces services-là euh, facilement pour les équipes de développement applicatif. Donc on va parler en fait de modules dans Terraform, par exemple, pour déployer un serveur web. Voilà, les équipes applicatives développent une application ou un site de e-commerce. Bon, il y a besoin en fait d'infrastructures pour ça. Les équipes plateformes ont standardisé ça avec en fait des process, des choix d'outils qui sont validés par la sécurité et l'ensemble est intégré et disponible en fait aux équipes applicatives. Voilà. Et donc tout ça pour pouvoir utiliser au mieux l'ensemble des services cloud, que ce soit en fait cloud au sens large, donc que ce soit en fait des fournisseurs cloud publics ou que ce soit aussi des infrastructures on-prem. Quelques petits chiffres, on peut débattre en fait de la valeur des chiffres. On peut en parler. Ce qui est important surtout de savoir, c'est que sur la partie infrastructure, l'ensemble des entreprises gaspillent de l'argent sur leur cloud.
C'est-à-dire qu'en moyenne, là, donc, c'était une, euh, une étude de Gartner, mais qui disait qu'en moyenne, les entreprises gaspillaient 35% de leurs dépenses cloud étaient gaspillées pour des serveurs qui tournent sans rien, de l'infra non commissionné. Donc ça, c'est quand même une énorme source d'économie financière pour les entreprises. Et on peut résoudre ça d'une seule manière, c'est-à-dire en ayant de la visibilité et en ayant du contrôle sur l'ensemble du cycle de vie de l'infrastructure. Et dès qu'on a de l'infra qui tourne pour rien, on peut la couper. De l'autre côté, sur la partie en fait gestion du cycle de vie de la sécurité, bon, il y a le coût des fuites de données, donc là c'est un coût moyen de 4,5 millions de dollars. Alors en général, ce que les gens ont en tête, c'est bah, si j'ai une interruption de service, ça va me coûter de l'argent parce que c'est du chiffre d'affaires que je ne rentre pas, soit. Mais il y a aussi énormément d'autres choses sur le coût des- sur le coût en fait de la sécurité et des risques de sécurité. Il y a potentiellement les amendes dans le cadre en fait de fuite de données personnelles par exemple. Et puis il y a surtout en fait un coût réputationnel qui est énorme. Et si en fait on a une fuite de données, on va avoir beaucoup moins de clients qui vont nous faire confiance. La confiance est brisée et du coup bah, on perd énormément en fait de capacité d'engranger du chiffre d'affaires sur la suite. Donc en fait il y a tout ça à prendre en compte. Et de même pour en fait être serein par rapport à ça, il faut en fait mettre le plus possible de son côté, c'est-à-dire avoir de la visibilité et du contrôle sur l'ensemble du cycle de vie de la sécurité. Voilà, du coup, en fait, ce qu'on propose chez HashiCorp, on propose en fait des plateformes qui vont venir gérer ce cycle de vie de l'infrastructure et de la sécurité pour gérer le provisionnement de l'infrastructure, sa gestion tout au cours de sa vie, et sur la sécurité, tout ce qui va être en fait se baser sur l'identité des personnes et des services pour fournir en fait de l'accès et puis sécuriser tous les secrets avec l'idée d'avoir des process qui sont cohérents et simples d'utilisation pour les équipes applicatives pour leur faciliter la vie et leur faire gagner du temps et de l'argent là-dessus. On n'a pas du tout parlé de solutions parce que en fait, là, les solutions et les produits, c'est vraiment juste une manière de décliner notre offre. Je vous les affiche là. On a parlé de Vault, on a parlé de Terraform. Sur la partie en fait gestion d'infrastructure, Packer s'intègre particulièrement bien avec Terraform pour euh, gérer tout en fait les images OS et conteneurs qui sont utilisés dans tout votre périmètre informatique, automatiser en fait leur déploiement, automatiser leur construction, faciliter en fait toute la filiation des images, c'est-à-dire quelles sont les images qui sont construites à partir de quelles autres images, et pouvoir du coup avoir un grand contrôle sur la filiation des images et donc sur toute la partie en fait gestion des vulnérabilités. J'ai parlé rapidement de Consul pour toute la partie service mesh et surtout en fait notre star montante c'est Bandari, qui est notre brique de Privileged Access Management avec une approche cloud native qui se démarque principalement beaucoup par rapport en fait aux autres applications aux autres produits de PAM sur le marché et qui permet en fait justement bah, d'accéder directement à la console PostgreSQL pour un DBA sans que le DBA n'ait à connaître le nom d'utilisateur, le mot de passe et du coup en pouvant en fait tracer l'ensemble de ces connexions et potentiellement aussi faire de l'enregistrement de sessions et pour être en fait carré par rapport à la réglementation. Voilà, la plupart de nos clients en fait passent par trois étapes de maturité dans leur adoption du cloud. Il y a la première étape qui est la partie d'adoption, qui est vraiment ad hoc, où c'est des équipes un petit peu disparates qui vont utiliser le cloud de manière ponctuelle et décentralisée, sans approche globale. Donc ça, c'est une étape qui, en général, a déjà été passée par beaucoup d'entreprises. La plupart sont sur la fin de cette étape-là et commencent à arriver sur l'étape 2 de standardisation, où la DSI met en place des programmes cloud, des programmes de centralisation en fait, de cette approche-là, pour du coup tirer parti des avantages du cloud et de ces plateformes tout en ayant du contrôle sur comment est-ce que c'est fait, est-ce que je suis en règle avec ma conformité, et du coup, gagne aussi pas mal de valeur ajoutée pour faciliter les contrôles en cas d'audit, pour de tranquillité d'esprit aussi, pour se dire, à partir du moment où mes contrôles sont en place, que tous mes déploiements d'infrastructure passent par ces contrôles-là, toute mon infra est conforme et je peux dormir tranquille.
La troisième étape, qui arrive déjà chez quelques-uns de nos clients en Europe, mais qui est assez embryonnaire, c'est la partie du coup de passage à l'échelle, où on va aller justement au bout du concept que je vous présentais tout à l'heure, avec du provisionnement en self-service, avec de la remédiation automatique et une manière unique pour gérer l'infrastructure, qu'on soit en fait sur le cloud public ou de l'on-prem. Et en fait, bah, du coup, avoir une infrastructure même hybride, on-prem cloud, qui fonctionne facilement et qui est intégrée de manière assez élégante et unifiée. Donc évidemment, ces trois étapes de maturité se déclinent sur les deux grosses parties que je présentais tout à l'heure, la partie gestion de l'infrastructure et gestion de la sécurité. Bon, il y a pas mal en fait du coup de différents cas d'usage. Et évidemment, plus on va aller vers l'étape de maturité la plus avancée, plus en fait on va gagner en valeur. Et sur ces trois points principaux qui sont la partie gestion du coût, donc réduction du gaspillage cloud, réduction en fait des processus manuels, réduction en fait des différents outils avec un portfolio qui est très étoffé. On essaye de rationaliser tout ça, d'industrialiser tout ça. Gestion du risque, on en a parlé très rapidement sur la partie sécurité, donc le risque de base qui est risque de fuite de données, risque d'accès en fait dans mes systèmes. Mais il y a aussi toute la partie politique de sécurité, donc c'est-à-dire m'assurer que tout ce qui est déployé est conforme à mes politiques de sécurité interne, est conforme à ce que la réglementation m'impose, et donc faciliter aussi du coup les audits quand on en a, parce qu'en fait, ben, tout est déjà tracé dans ces plateformes-là, et donc on a beaucoup plus de facilité à répondre aux audits plus facilement, donc on gagne du temps, donc en fait, on gagne aussi en termes de coûts et de temps de personnes sur cette partie audit. Troisième point, qui est la rapidité, la vitesse. Ce qu'on disait tout à l'heure, l'objectif, c'est de fournir en fait aux équipes de développement applicatif des solutions faciles à utiliser, rapides, et donc bah, ça leur fait gagner du temps. On peut innover plus rapidement, on peut plus rapidement redéployer son infrastructure, plus rapidement aller en prod, plus rapidement tester ça auprès de nos clients. Et donc bah, on a un peu plus d'agilité pour bah, innover plus vite et être en fait le premier sur le marché et puis améliorer en fait sa position par rapport à ses concurrents et évidemment fournir des services de qualité à ses clients. Euh, je voulais juste voilà, vous montrer un petit cas d'usage sur la partie réduction des dépenses cloud. Donc là, on est plus sur du Terraform avec un petit peu de Packer. On a un de nos clients, donc une boîte de biotechnologie, qui a réussi à réduire en fait sa facture annuelle de cloud de 20%. 20%. Ce qui a fait du coup ben, une économie d'environ 4,5 millions de dollars, uniquement en ayant en fait du contrôle sur le cycle de vie de ces infrastructures. Donc bon, c'est à mettre en parallèle par rapport à, à ce qui se passait avant et au coût en fait de la solution, et voir que ben, avoir une plateforme qui permet d'avoir de la visibilité, du contrôle et d'automatiser la plupart des tâches manuelles, ben, ça gagne du temps aux équipes, ça rend aussi leur travail beaucoup plus intéressant parce qu'ils se focalisent plutôt sur là où ils apportent de la valeur, c'est-à-dire comment est-ce que je peux déployer facilement mon infrastructure, quelle est la meilleure infrastructure à déployer, se focaliser sur la partie architecture, sur la partie optimisation, plutôt que sur des tâches en fait assez rébarbatives de déploiement manuel, de troubleshooting, de vérifier que mon infrastructure est conforme, d'aller chercher en fait est-ce qu'il y a des ressources qui sont idle ou pas. Donc on économise de l'argent, on économise du temps et c'est aussi beaucoup plus intéressant pour les équipes. Allez, un deuxième petit cas d'usage pour la route, et puis je redonne la main à Loïc sur la réduction du profil de risque. Donc, pareil pour un autre client, malheureusement, que je ne peux pas citer, mais qui est en fait une boîte ouais, un groupe de retail, donc qui ont particulièrement adopté Vault, un petit peu de Bandari aussi. Donc là, c'est vraiment sur la partie gestion des secrets,
Il y a aussi, il me semble, un petit peu de Terraform avec la partie politique de sécurité. Ils sont en fait dans une industrie qui est assez régulée et ils avaient des gros sujets d'audit qui leur prenaient un temps fou pour en fait valider l'ensemble de ces audits. Et du coup, avec cette partie d'automatisation sur la partie sécurité, sur la partie infrastructure, ils ont réussi à avoir un taux de succès aux audits de 100% et ils estiment avoir économisé 10 millions de dollars avec l'automatisation en fait de la gestion de l'infra, de la sécurité et surtout en fait de l'automatisation de ces réponses aux audits. Voilà, sachant qu'ils ont en fait environ un peu plus de 2000, de 2000. Je ne sais pas si on a juste perdu Valentin ou si c'est nous qui sommes perdus. J'ai l'impression qu'on a perdu Valentin, en effet. Moi, je suis encore là et je vois qu'il est en freeze, hein. Absolument. Les merveilles de la technologie. Dommage, parce que c'était pour la réduction des risques. Nous sommes en 2024 et ce genre de choses arrive toujours. Le pseudo-effet de Nemo. Attends, je vais le pinguer. On va- Ah oui, là, il est vraiment, vraiment parti. On va lui laisser quelques secondes pour nous rejoindre. Sinon, j'avancerai ma reprise de parole, histoire qu'on ne perde pas le rythme. Vous verrez dans l'exemple que je vous donnerai après, ça illustrera bien les propos tenus par Valentin, Il y a notamment. intérêt, Loïc, que tu nous présentes des millions de savings, hein, aussi, hein. Alors, non, ma présentation n'est pas orientée, enfin la fin de ma présentation n'est pas tellement orientée là-dessus, mais plus sur la gestion des risques et le fait que comment je peux dire ça? Quand on prend le temps de réfléchir à ce qui est vraiment le problème, et ben finalement, on peut trouver une solution efficace et élégante avec les plateformes, enfin la plateforme HashiCorp. Parfait. Et Valentin vient de se joindre à nous, tu vois, tu l'as fait venir. Eh ben, Parfait. Moi, j'ai été exclu du meeting, je ne sais pas ce qui s'est passé. écoute, je te repasse la parole. Ça, je te laisse finir. Tu étais sur le slide de gestion des risques. Ouais, 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 ça c'est bon. Hop. Ouais, non, mais du coup, j'avais fait le tour. Je disais que voilà, c'était un aperçu en fait de ce qu'on propose comme plateforme chez HashiCorp et des enjeux en fait métiers et, et de sécurité auxquels on répondait, qui vont au-delà de la simple résolution d'un problème technique. Euh, Parce que en fait, un problème technique, ça se résout simplement. C'est pas la difficulté, est pas là. La difficulté, c'est de le résoudre en ayant, en fait, en prenant en compte l'ensemble des besoins métiers, l'ensemble des réglementations et des contraintes aussi de sécurité. Et tout ça, tout en essayant de fournir un service de qualité aux équipes applicatives pour avoir en fait de la valeur ajoutée de qualité pour le client en bout de chaîne. Voilà. Écoute, ça tombe bien parce que je vais pouvoir prendre le relais en poursuivant et en illustrant ce que tu viens de dire. Alors, quand il s'agit de parler de Vault, il y a des cas d'usage auxquels on pense tous naturellement. J'en ai déjà introduit un qui est celui finalement par lequel on a été amené à découvrir HashiCorp et Vault, qui est la gestion de secrets dans Kubernetes. C'est un peu le premier truc qui vient à l'esprit d'ailleurs quand on commence à discuter de Vault avec nos clients et comment mieux gérer les secrets. Mais c'est pas forcément toujours adapté. Pour ça, j'ai volontairement choisi un exemple qui sort un petit peu de l'utilisation auquel on va penser initialement. Concrètement, ici, il s'agit pour nous, en tant que société de conseil, de développer le client d'un service web
pour un client français qui travaille dans le logement social. Il se trouve que pour interagir sur les dossiers de logements sociaux, d'attribution de dossiers sociaux, de logements sociaux, l'État français met à disposition un service web qui permet aux différents acteurs, que ce soit les demandeurs de logements comme les fournisseurs de logements, d'échanger de l'information et de suivre les dossiers d'attribution. Autant vous dire qu'en termes de criticité et de gestion de risque, on est sur quelque chose qui est considéré comme hautement sensible. Il se trouve que pour nous connecter à ce service web, il faut s'authentifier à travers une authentification des plus classiques MTLS avec de l'échange de certificats. Or, il était inacceptable d'un point de vue gestion de risque que non seulement ce certificat soit stocké sous forme de secret sur la plateforme OpenShift pour des raisons évidentes, parce que même avec la meilleure volonté du monde, le niveau de sécurisation de ce certificat considéré comme hyper critique, on n'allait pas pouvoir répondre aux besoins d'une part. Et d'autre part, dans ce contexte client, il se trouve que les environnements de développement sont assez hétérogènes entre les équipes de développement internes aux clients, les équipes des prestataires, ce qui fait qu'il n'était pas non plus envisageable pour le RSSI d'accepter l'idée que le certificat se balade et soit copié-collé sur des dizaines de machines sans aucun contrôle. Vous trouverez peut-être le terme en anglais dans les différentes documentations. On appelle ça le secret sprawl, donc le fait de multiplier des instances d'une même donnée sensible dans tout plein d'endroits, avec tous les risques qui vont avec, tant de fuite de données que de gestion de cycle de vie du dit certificat. Donc finalement, on a amené dans la discussion avec la sécurité comment est-ce qu'on peut régler ce problème. On a donc raisonné sur base de qui sont les acteurs. Concrètement, les acteurs, on en a identifié 3 ici. Il y a bien évidemment le responsable cybersécurité chez le client, les équipes de dev et puis les équipes DevOps qui, elles, s'occupent du déploiement des programmes en production. C'est à partir des besoins de ces trois personas-là, pour reprendre un terme marketing, qu'on a pu amener dans la discussion Volt et voir comment est-ce qu'il allait pouvoir nous aider à gérer ce problème. Avec des rôles et responsabilités qui sont finalement assez simples, il est de la responsabilité du client de gérer Volt. C'est lui qui met à jour le certificat quand il y a besoin, mais surtout gère les droits d'accès et les politiques d'accès au certificat, ce qui nous permet à nous, sociétés prestataires comme à d'autres, de ne pas avoir cette responsabilité-là. Très clairement, les rôles et responsabilités, parce qu'on a introduit Volt dans l'architecture, nous permettent, nous affranchir de cette gestion au quotidien et le fait de ne pas avoir accès à l'information sensible. Finalement, la seule responsabilité du client vis-à-vis de nous, c'est de nous donner les tokens qui vont nous permettre par la suite de paramétrer dans les différents environnements. Donc, sur l'environnement de développement, on est sur du développement en Quarkus, donc un Java adapté au conteneur, et on est sur du Kubernetes et donc du pod sur du Red Hat OpenShift une fois en environnement d'UAT et de production. C'est bien le client qui nous fournit ces tokens, c'est lui qui peut nous couper les accès à la demande. En fait, ce qui est intéressant ici, c'est que puisqu'il s'agit finalement du même développement qui tourne en environnement enfin en environnement de développement qu'en environnement de production, je vais simplifier en limitant mon discours à ces deux environnements. En fait, on a pu non pas utiliser les fonctionnalités de gestion de secret de Kubernetes de HashiCorp, mais directement embarquer l'utilisation de Vault dans le code applicatif avec les extensions officielles de Vault pour, en l'occurrence ici, le langage Quarkus, mais elles existent sur d'autres langages, bien évidemment, ce qui nous a vraiment permis de gérer au cœur de l'application la question de l'accès au certificat.
Et donc, c'est uniquement à la demande, de façon dynamique, comme le disait Valentin tout à l'heure. Alors, c'est dynamique au sens de la récupération de l'information. C'est pas dynamique au sens du cycle de vie du certificat qui est fourni par l'État et qui a donc son propre cycle de vie. On est encore très loin de pouvoir automatiser à ce niveau-là. Mais au moins, on assure qu'à aucun moment, puisque le certificat est directement passé en mémoire, nos équipes de dev, des personnes mal intentionnées, ne peuvent facilement accéder à cette information. Là où un secret monté dans Kubernetes pourrait l'être sous forme de volume et donc directement accessible dans le file system si le pod était par malheur corrompu. Donc en faisant comme ça et en rendant la chose totalement dynamique, volatile parce que ça fonctionne en mémoire, on réduit le risque d'utilisation usurpée de ce certificat client qui, comme je le disais, est extrêmement sensible. Pour rien vous cacher, c'est évidemment pas du tout la solution qu'on avait initialement imaginée. Euh, Très clairement, et pour reprendre les propos de Valentin, problème-solution. On est une boîte de techniciens à la base, faut pas oublier. Donc, partie du, bah oui, le certificat, il est super sensible. Il vaudrait mieux qu'il soit pas stocké sous forme de secret dans Kubernetes. Eh ben, Vault, c'est cool parce qu'on va pouvoir externaliser ça. Sauf qu'en fait, on répondait que vraiment très partiellement au sujet parce qu'on répondait pas du tout à la problématique côté environnement de développement. Et c'est là que finalement la souplesse de HashiCorp Ball nous a permis, alors j'allais dire sous forme de pirouette, mais c'est pas complètement vrai, hein, parce qu'on utilise Vault de façon programmatique, ce qui n'est évidemment absolument interdit nulle part, ça va sans dire. Mais on a pu tirer finalement bénéfice et la valeur de Vault en procédant de la sorte, en rassurant le client sur le fait que nous n'avons pas besoin de connaître le contenu du certificat, on le charge uniquement au besoin et tout le monde peut dormir sur ses deux oreilles. Je dis bien tout le monde parce que même moi, avec ma casquette de directeur technique de l'entreprise, très clairement, moins It's for You, les équipes d'It's for You connaissent de mots de passe, de certificats qui sont de la responsabilité du client, et mieux je me porte. C'est probablement issu de mes années d'intégrateur CRM, où quand un client voulait me fournir un dump de sa base de données CRM, surtout pas, je veux pas. Voilà. Mais en l'occurrence, moi je considère dans une approche de gestion des risques par l'accès au strict minimum en termes d'information, que ne rien savoir est finalement la meilleure des solutions. Donc cette approche-là, basée sur Volt, elle nous va très bien, tant à nous en tant que prestataire que bien évidemment au bénéfice du client qui est tranquille sur le fait qu'on représente un risque faible de fuite d'informations à travers ce certificat. Je ne m'appesantis pas plus sur les détails techniques. N'hésitez surtout pas à poser vos questions. Si Jean-Christophe qui me tend une main innocente, voilà, visiblement c'est moi la main innocente. Alors effectivement, il y a un jeu concours pour les participants de ce webinaire, donc je vais fouiller et j'en prends un au hasard. Et donc le gagnant est Jean-François Grégoire. Félicitations à lui, ainsi que, puisqu'il y a 2 tickets à tirer, hop, Mickaël Soudon. Voilà. J'invite Jean-François et Mickaël à se rapprocher de nous, en l'occurrence Jean-Christophe pour la suite. Bon, très bien, pas de questions, c'est quand on a été super clair. Ou au contraire, on a fait peur. Bon, je pense pas. Enfin, j'espère pas.
Moi, j'en ai une question, Loïc. Est-ce que tu vas distribuer un peu ce que tu as présenté ce matin avec Valentin ou Ce que j'ai prévu est parfaitement distribuable, donc oui, je me ferai un Ok, plaisir de le diffuser. Il n'y a pas il y a pas de souci. merci beaucoup. Même si ma présentation, et vous l'aurez compris, principalement pensée pour l'oral. Pour une fois, j'ai peu écrit dans les slides. Oui, j'ai tendance à être verbeux, je suis désolé. Ah, c'était très bien. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore la plateforme Chicorp, n'hésitez surtout pas à vous tourner vers nous parce qu'il y a, euh, je dirais presque que c'est un peu comme une boîte surprise, la plateforme Chicorp, parce que il y a les produits, pour reprendre ce que n'aime pas Valentin, désolé Valentin, il y a les produits auxquels on pense pour répondre à des problèmes techniques, sauf qu'en fait, on se rend compte que dans la boîte, quand on pioche, on peut tomber sur d'autres outils. Valentin parlait de Boundary tout à l'heure, qui est un outil qui vaut son intérêt. Voilà. C'est- On n'y pense pas tout de suite parce que c'est pas forcément le produit le plus connu, mais il peut aider à répondre à des problématiques particulières de façon efficace et élégante. Enfin, si je devais en citer qu'un parmi ceux qu'on a pu commencer à découvrir, parce que Ah, mais évidemment, tu as raison de mentionner Boundary. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, je pense que ça va venir avec le temps. C'est effectivement toute la gestion des accès. Et là, c'est un nouveau quelque part domaine, mais ça nous a permis quand même on est quand même rentré comme innovateur dans le Gartner sur ces hmm, sujets-là, donc les sujets de Bastion. Beaucoup de nos clients sont les clients qui utilisent déjà du Vault, hein. Effectivement, la combinatoire Vault Boundary, elle apporte quelque chose d'assez différent de ce qu'on a pu rencontrer sur les bastions traditionnels. Donc oui, on a pas mal de clients du retail notamment qui commencent à s'intéresser au sujet, des grands retailers en France, mais pas seulement. Donc oui, je pense que si on veut regarder, c'est dans cette direction en tout cas que nous, on voit effectivement un intérêt croissant. je suis parfaitement d'accord. Très bien. Peut-être un point que j'ai pas mentionné, en fait, l'ensemble de nos solutions sont disponibles en fait en version SaaS sur, sur notre portail HCP. Bon, je mets l'URL dans le chat. Je pourrais pas mettre l'URL dans le chat. Il faut que ce soit Antonio qui puisse l'envoyer, je pense, au chat pour tout le monde. Euh, sur HCP, vous avez l'ensemble de nos solutions en SaaS, mais l'ensemble de nos solutions peuvent aussi être déployées et self-managées, donc sur votre cloud provider ou sur vos infra on-prem, sachant qu'en fait l'ensemble de nos binaires sont des binaires, des binaires Go, donc ça tourne en fait n'importe où. Il n'y a pas il y a pas de gros sujet Il n'y a pas de là-dessus. sujet, je veux dire. Enfin, je vais être encore plus tranché. Personnellement, en tant qu'intégrateur, savoir que déployer n'importe lequel de vos solutions, finalement, en termes de prérequis, je dis pas qu'il n'y en a pas, mais c'est hyper naturel. Enfin, je prends un exemple de Volt. Volt, c'est un binaire. Bon, enfin, on est sur de la rapidité de déploiement enfin, qui, en tout cas, nous, en tant qu'intégrateur, nous facilite la vie. Et ça, c'est vrai de tous vos produits. Donc, c'est pas de frein à l'entrée, entre guillemets. Amal, merci pour la question. Alors, c'est une bonne question. Donc, en fait, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Commençons par la partie sécurité, parce qu'en fait, c'est le plus simple. Euh, En fait, l'objectif, c'est de déléguer toute la partie gestion des secrets à Vault. Comme on délègue tout à Vault, tout est automatisé. Par exemple, prenons l'intégration avec Terraform. Euh, pour déployer en fait dans un cloud provider, on a besoin de clés d'API. OK? Euh, Habituellement, chez la plupart en fait de nos des entreprises, ces clés d'API là, il y en a peut-être il y a quelques jeux de clés qui sont connus de tous les devs ou de toutes les équipes infra. Potentiellement le week-end, s'ils ont envie de se faire un petit test, ils peuvent même les utiliser chez eux s'ils en ont envie pour aller déployer une VM et faire leur petit test de leur petit lab perso.
Voilà, donc il n'y a pas de restriction là-dessus. L'intégration avec Vault, c'est Terraform qui s'intègre avec Vault. Et à chaque fois que Terraform va faire un déploiement, il va demander, même d'ailleurs des fois plusieurs étapes du déploiement. Donc en Terraform, il y a le plan et le ply pour entrer dans les détails techniques. Et il peut même demander à Vault des paires de clés différentes pour le plan et pour le ply. Et donc Vault va demander au fournisseur de cloud une clé d'API spécifique avec une durée de vie de 5 minutes, disons, si c'est suffisant, ou aller de 10 minutes grand max. Terraform va utiliser cette paire de clés d'API pour faire son job, donc c'est-à-dire faire le plan puis le apply. Et ensuite, ben, Vault va révoquer ces clés d'API. Donc, personne ne connaît les clés d'API, puisqu'en fait, elles sont uniquement connues, elles sont créées par le cloud provider, fournies à Vault, qui Vault les fournit à Terraform. Tout ça, en fait, c'est pas accessible aux différentes personnes qui sont utilisateurs des solutions. Donc, personne ne connaît les clés d'API. Et puis surtout, même si jamais elles fuitent dans des logs ou quoi, bah, en fait, elles seront révoquées d'ici 5-10 minutes. Donc, ça, c'est un exemple typique de comment est-ce qu'on peut facilement améliorer la sécurité de notre déploiement cloud et de notre accès en fait à nos plateformes cloud, tout en étant en fait super flexible et de le faire en fait de manière simple. Sur la partie plutôt infrastructure et conformité gouvernance, bah, c'est très simple. Il y a deux sujets principaux. Le premier, ça va être les politiques de sécurité. Donc, on peut définir des politiques de sécurité sentinelle. Alors, on appelle ça politique de sécurité, mais ça va au-delà de la sécurité parce que sentinelle, c'est un langage. Donc, on peut définir des politiques de sécurité qui sont assez flexibles sur pas mal en fait d'éléments et sur tout ce qu'on peut gérer avec Terraform. Donc, on peut par exemple vérifier que les serveurs qu'on déploie, il n'y ait pas le port 22 qui soit ouvert à l'écoute sur tout Internet. C'est un exemple assez simple. On peut aussi s'assurer que le run Terraform qui est en cours n'augmente pas le coût de l'infra de plus de 20%, par exemple. Donc ça, c'est deux exemples de choses qu'on peut définir avec Sentinel. On met en place en fait ces politiques de sécurité, donc il peut y en avoir plusieurs en fonction des différentes réglementations ou des différents projets en fonction de ce qu'on souhaite. On les applique à différents endroits, on les applique à différents niveaux d'application, c'est-à-dire est-ce que c'est nécessaire que la politique de sécurité soit validée pour pouvoir déployer, ou est-ce que c'est juste une information, ou est-ce que ça bloque tant que quelqu'un qui a les droits pour approuve et et valide en fait l'exception. Et donc, ces politiques de sécurité-là vont permettre de bloquer le déploiement, de bloquer au moment du déploiement le déploiement en fait de ressources qui ne sont pas conformes. Mais là où Terraform en fait apporte énormément de valeur, c'est que à partir du moment où l'ensemble du code d'infrastructure est géré dans un repo de code centralisé, type GitHub, GitLab, et que ce repo de code du coup est synchronisé avec Terraform, à chaque fois qu'on va faire une pull request ou une merge request, le code qu'on va essayer de merger va être passé par Terraform. L'ensemble des politiques de sécurité vont être effectuées, vont être évaluées sur ce code-là. Et si il y a une politique de sécurité qui a un niveau d'application élevé, c'est-à-dire que bah, c'est nécessaire et que personne ne peut accepter d'exception là-dessus, si cette politique de sécurité ne passe pas au moment de la pull request, bah, la pull request est bloquée et on ne peut pas merger dans la branche du code qui ne serait pas déployé par Terraform. Donc ça permet en fait, sur tout le cycle de vie de l'infra, y compris avant même que ce soit déployé au niveau du code, de s'assurer qu'on soit conforme. Si je peux me permettre de rajouter quelque chose, Valentin, ce que tu décris là, c'est finalement ce qu'on fait depuis un bout de temps dans le développement d'applications. On voit bien que tu parlais des merge requests et de GitHub, GitLab. Enfin, on va dire que c'est au cœur de la production logicielle depuis déjà de nombreuses années. En fait, ces modèles de production de logiciels, ils s'appliquent à la production d'infrastructures. Et c'est une approche que je trouve personnellement, pour l'ancien dev que je suis, extrêmement intéressante et qui va vers un bon emploi de l'infrastructure et le fait de déployer à bon escient sur les clouds. Exactement. En fait, l'infrastructure se gère comme un projet applicatif lambda, c'est-à-dire que on a du code, le code doit être de qualité, il doit en fait répondre aux exigences de sécurité, donc pas de secret en clair.
aux exigences de conformité, c'est-à-dire que une fois qu'il est déployé, il ne doit pas en fait être en contradiction avec notre politique de sécurité interne et l'ensemble des réglementations auxquelles on est soumis. Et puis, du coup, on doit aussi gérer qui a le droit de pousser quel code sur quelle branche et qui a le droit de déployer quelle infrastructure où. Donc, il y a en fait toute cette partie-là. Et le deuxième point que je voulais mentionner, c'est plutôt toute la partie qui est, qu'on appelle, nous, euh, health management, donc gestion en fait de la santé de l'infrastructure, où donc, on peut définir aussi des tests et des checks dans le code Terraform. Et cette partie gestion de la santé de l'infrastructure va permettre de régulièrement faire ces checks une fois que l'infrastructure est déployée pour s'assurer que l'ensemble des checks sont valides. Avertir en fait au besoin les équipes si jamais il y a quelque chose qui ne marche pas dans les checks. Et il y a aussi dans cette partie gestion de la santé ce qu'on appelle le drift management, donc gestion en fait de la dérive ou des effets de bord. Si quelqu'un se connecte à la console et supprime en fait une partie de l'infrastructure, il faut qu'on soit au courant. C'est ce à quoi sert la gestion de la dérive et permettre en fait de faciliter le retour en régime nominal, c'est-à-dire ce qui a été développé, donc le code d'infrastructure qu'on a mis en place. Et en général, c'est assez simple, il suffit de relancer un apply pour valider tout ça. Ça répond à la question, Amal. S'il y a des questions supplémentaires, n'hésitez pas. Très bien. Bah écoutez, merci beaucoup. Alors, roulement de tambour, plus de questions. En tout cas, merci pour votre attention. On est bien sûr à votre disposition. On espère tous vous revoir bientôt. Oui, et Jean-Christophe et Mickaël, merci de contacter Jean-Christophe. Jean-François, pardon. Je me mélange les pinceaux. Très bien, merci beaucoup. Bon appétit et bonne journée. Bonne journée. À Au très revoir. bientôt.